Je m'appelle Étienne Beaumont, j'ai 74 ans, et pendant 16 années entières, j'ai cru que je mourrais seul, oublié par mon unique fils. Mais lorsqu'un héritage de 3 800 000 € est tombé dans mes mains, j'ai découvert quelque chose de bien pire que la solitude. J'ai découvert que pour certaines personnes, je n'avais de valeur qu'en billets et en pièces. Quand j'ai ouvert la porte ce jeudi après-midi de juillet et que j'ai vu mon fils Mathieu planté là, avec ce sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux, j'ai senti un frisson glacé descendre le long de ma colonne vertébrale qui n'avait rien à voir avec le Mistral qui soufflait. Parce que je savais. J'ai toujours su que cette réapparition n'était pas l'œuvre du hasard ou du remords. C'était l'œuvre de quelque chose de bien plus ancien et dangereux, la cupidité. Mais ce que Mathieu ne savait pas, ce que personne, à part mon notaire et mon expert comptable, ne savait, c'est que cet héritage ne représentait même pas la moitié de ce que je possédais réellement, et que derrière le vieil homme fatigué et solitaire qu'il voyait devant lui, se cachait un homme qui avait passé les 16 dernières années à construire quelque chose de bien plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. Si vous voulez comprendre comment un père abandonné a complètement retourné la situation contre un fils qui n'est revenu que pour l'argent, laissez votre like maintenant et abonnez-vous à la chaîne Histoire de Père, parce que ce qui suit va vous montrer que sous-estimer une personne âgée peut être l'erreur la plus coûteuse d'une vie. Dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà eu quelqu'un dans votre famille qui n'est apparu qu'en cas d'intérêt financier? De quelle ville nous regardez-vous? Laissez-moi revenir un peu en arrière pour que vous compreniez toute cette histoire. Ma femme, Marguerite, est décédée il y a 18 ans d'un cancer qui a consumé nos derniers mois ensemble et pratiquement toutes nos économies de l'époque. J'avais 56 ans, je travaillais comme directeur technique dans une usine aéronautique à Toulouse, et Mathieu n'avait que 30 ans. Il était marié depuis 4 ans avec Céline, une femme qui m'a toujours regardé comme si j'étais un meuble ancien et encombrant dans son salon design. Durant la maladie de Marguerite, Mathieu passait de temps en temps. Des visites rapides, des regards vers sa montre, des excuses toutes prêtes pour partir. Céline n'est jamais venue, pas une seule fois. Elle envoyait des messages vagues concernant le travail, des engagements incontournables, n'importe quoi qui la maintenait éloignée de la souffrance de sa belle-mère. À l'époque, j'essayais encore de comprendre, de justifier. Aujourd'hui, je sais que c'était simplement la première démonstration de qui elle était réellement. Après le départ de Marguerite, j'ai attendu. J'ai attendu que Mathieu vienne parler, partager la douleur, être un fils. Il a appelé 2 fois durant ce premier mois. Des conversations de 5 minutes, des questions mécaniques sur comment j'allais, des silences gênants quand j'essayais de parler de sa mère. Au 3e appel, j'ai mentionné que j'avais des difficultés financières à cause des dettes du traitement. La ligne est restée silencieuse quelques secondes avant qu'il ne dise qu'il était aussi serré financièrement et qu'on en reparlerait plus tard. Ce plus tard n'est jamais arrivé. Les mois se sont transformés en années. J'ai quitté l'appartement spacieux de Blagnac, où nous avions élevé Mathieu pour un logement plus modeste et moins cher à Ramonville-Saint-Agne. J'ai vendu la voiture, j'ai réduit mes dépenses. J'ai travaillé jusqu'à ma retraite à 64 ans, puis j'ai continué à faire des missions de consultant pour d'anciennes entreprises du secteur. Mathieu ne savait rien de tout cela. Il n'a pas appelé pour mes 60 ans. Il n'a pas appelé quand j'ai atteint 10 ans sans Marguerite. Il n'a pas appelé quand j'ai pris ma retraite. Il a simplement disparu de ma vie comme de la fumée. Ce qui a fait le plus mal n'était pas l'absence, c'était l'indifférence. J'ai essayé de prendre contact quelquefois au début. Des appels non répondus, des messages vus et ignorés. Une fois, pour son anniversaire, j'ai envoyé un cadeau par la poste. Je n'ai jamais reçu un seul merci. C'est là que j'ai compris que pour mon fils, j'étais devenu un fantôme gênant, quelqu'un qui représentait un passé qu'il préférait oublier. Mais la vie a un sens de l'humour particulier. Il y a 2 ans, j'ai reçu un appel d'une étude notariale à Lyon. Un grand-oncle maternel, frère de ma mère, était décédé à La Rochelle sans descendance directe.
Je me souvenais à peine de lui. J'avais vu cet homme peut-être 4 fois dans ma vie, lors de visites rapides quand j'étais enfant. Mais pour une raison que je n'ai jamais complètement comprise, il m'a tout laissé. Une maison de maître en pierre de taille dans le vieux quartier de La Rochelle, des investissements, un compte bancaire. Quand les valeurs ont été converties et transférées, après les impôts et les frais de succession, il restait l'équivalent de 3 800 000 euros. Je me suis assis sur la chaise de la cuisine de mon modeste appartement de Ramonville. J'ai regardé ce relevé bancaire et j'ai pleuré. Pas de joie, quelque chose de plus complexe. C'était comme si l'univers avait attendu que j'atteigne 74 ans, fatigué et seul, pour me donner ce que j'aurais pu utiliser pour sauver Marguerite, pour construire une vie meilleure, pour peut-être garder mon fils près de moi. Mais je n'étais pas idiot. Je savais que l'argent attire les gens, surtout les mauvaises personnes. C'est pourquoi j'ai pris la première décision importante, n'en parler qu'à très peu de monde. Mon notaire, maître Bernard Lefebvre, un homme sérieux qui travaillait à Lyon et que je connaissais d'anciennes négociations commerciales. Mon expert comptable, Philippe Morin, qui s'occupait de ma retraite et des petits revenus que j'avais encore. Et absolument personne d'autre. J'ai continué à vivre dans le même appartement de 2 pièces. J'ai continué à porter les mêmes vêtements. J'ai continué à faire mes courses au même casino du quartier. Pour quiconque me connaissait, j'étais juste un autre retraité vivant d'une pension modeste, dépensant peu, existant aux marges de la grande ville. Ce que personne ne savait, c'était ce que je faisais avec cet argent. Sous les conseils de maître Lefebvre, j'ai commencé à investir de manière intelligente et diversifiée. J'ai acheté 3 petits appartements dans des quartiers en développement de Lyon et Bordeaux que j'ai mis en location via une agence immobilière qui gérait tout sans que mon nom n'apparaisse directement. J'ai investi dans des fonds obligataires et quelques actions, toujours avec un profil prudent mais rentable. J'ai ouvert un compte dans une banque en ligne où personne ne s'attendrait à ce qu'un homme de mon âge ait de l'argent. En 2 ans, ces 3 800 000 se sont transformés en un peu plus de 5 millions. Pas parce que j'étais un génie de la finance, mais parce que j'avais de bons conseillers et surtout parce que je n'avais pas besoin de cet argent pour vivre. Ma retraite de 2 400 € par mois était largement suffisante pour ma vie simple. Et pendant tout ce temps, Mathieu est resté absent. Sans un appel, sans un message, sans un seul signe qu'il se souciait de savoir si j'étais vivant ou mort. Jusqu'à cet après-midi de juillet, je préparais un café quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne, je n'attendais jamais personne. Ces dernières années, mes seules visites étaient le livreur de la pharmacie apportant mes médicaments pour la tension et le gardien m'avertissant d'un entretien dans l'immeuble. Quand j'ai regardé par l'œilleton et vu Mathieu, mon cœur s'est emballé d'une manière qui n'avait rien à voir avec la joie. Il était plus vieux, évidemment, des cheveux grisonnants aux tempes, quelques rides autour des yeux, un peu de poids en plus autour de la taille. Il portait une chemise en lin blanc et un pantalon chino beige, rien de très formel, mais clairement des vêtements coûteux. À côté de lui, Céline. Elle n'avait presque pas changé, ou peut-être avait-elle changé artificiellement d'une manière qui la maintenait paraissant 35 ans, alors qu'elle devait approcher la cinquantaine. Cheveux châtains impeccables, avec des mèches caramel, maquillage parfait, tenue griffée. J'ai ouvert la porte lentement. Mathieu a souri, mais c'était ce genre de sourire qu'on donne à un démarcheur quand on veut s'en débarrasser rapidement. « Salut, papa !» a-t-il dit, et même la façon dont il prononçait le mot « papa » sonnait étrange, comme si c'était un terme qu'il n'avait pas utilisé depuis si longtemps qu'il avait oublié comment ça sonne naturellement. « Mathieu !» ai-je répondu sans émotion dans la voix. J'ai regardé Céline. « Céline !» Elle m'a fait un signe de tête minimal, ce mouvement qui signifie « oui, je te vois, mais je préférerais ne pas être là ». « On peut entrer ?» a demandé Mathieu, faisant déjà un demi-pas en avant. Je n'ai pas bougé. « Pourquoi faire ?» Il a cligné des yeux, surpris par la question directe. « Comment ça, pourquoi faire ?»« Je suis ton fils. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je pensais que... » « 16 ans, l'ai-je interrompu. » «
Ça fait 16 ans qu'on ne s'est pas vu. Ce n'était pas pour mes 70 ans. Ce n'était pas à Noël. Ce n'était à aucun moment durant ces 16 dernières années. Alors je vais reposer la question. Pourquoi faire? Céline a soupiré, avec cet air de quelqu'un qui doit gérer une personne difficile. Mathieu, au moins, a eu la décence de paraître minimalement gêné. Papa, on ne va pas rester à discuter dans le couloir, non? Laisse-nous entrer. J'ai même apporté un bon vin pour qu'on le partage. C'est alors que j'ai remarqué la bouteille chère qu'il tenait, une étiquette que j'ai reconnue pour l'avoir vue dans des restaurants raffinés, le genre de vin qui coûte plus de 200 €. Pour un homme qui n'avait pas appelé son père en 16 ans, c'était un investissement intéressant. J'ai ouvert la porte et les ai laissés entrer, non pas parce que je le voulais, mais parce que j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Ils sont entrés en examinant l'appartement avec ces regards rapides qui évaluent et jugent en secondes. Céline a légèrement froncé le nez en voyant le mobilier ancien, le canapé délavé, la petite télévision vieillotte. « Toujours aussi sobre ici », a-t-elle commenté, essayant de faire passer ça pour un compliment, mais échouant lamentablement. « Oui », ai-je répondu, « suffisant pour un vieil homme seul. » Mathieu a ouvert le vin dans la cuisine pendant que je prenais 3 verres, les seuls en cristal que j'avais, hérités de l'époque où Marguerite était encore vivante. Nous nous sommes assis dans le petit salon, eux sur le canapé, moi dans le fauteuil en face. Le silence fut long et pesant. « Alors ?» a commencé Mathieu après une longue gorgée de vin. « Comment tu vas ?» De la même manière que j'ai vécu ces 16 dernières années, ai-je répondu sans le quitter des yeux. « Seul. Et toi ?» Il a échangé un regard rapide avec Céline. « Bien, on travaille beaucoup. On a une société d'import-export maintenant, tu sais, des produits high-tech d'Asie. Ça marche bien, mais c'est exigeant. J'imagine, ai-je dit en prenant une petite gorgée du vin que je n'avais pas demandé et ne voulais pas. Céline s'est agitée sur le canapé, clairement impatiente avec cette conversation qui n'allait nulle part. « Étienne ?» a-t-elle dit, utilisant mon prénom pour la première fois en peut-être 20 ans. On a appris quelque chose. J'ai attendu, sans rien montrer. Mathieu lui a lancé un regard irrité, comme s'il voulait qu'elle se taise, mais elle a continué. On a su que tu as reçu un héritage considérable. Voilà. Même pas 10 minutes. J'ai senti quelque chose de glacé descendre le long de ma colonne vertébrale. Pas de la surprise, mais de la confirmation. Parce qu'au fond, je savais. Depuis le moment où j'ai vu Mathieu dans le couloir, je savais exactement pourquoi il était là. « Qui t'a raconté ça ?» ai-je demandé en gardant ma voix calme. « Peu importe », a dit Mathieu rapidement. « Ce qui compte, c'est qu'on est une famille, papa, et la famille s'entraide. » J'ai failli rire, failli. La famille s'entraide, ai-je répété lentement. Où était cette famille quand ta mère était en train de mourir? Où était-elle quand j'ai vendu tout ce que j'avais pour payer l'hôpital? Où était-elle ces 16 dernières années? Mathieu a eu la décence de baisser les yeux, mais pas Céline. « Écoute », a-t-elle dit avec cette voix tranchante qu'elle a. Le passé, c'est le passé. Mathieu était jeune, il avait sa propre vie. Les gens grandissent, changent. Ce qui compte, c'est maintenant. Et maintenant, vous avez besoin d'argent, ai-je dit, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Le silence qui a suivi fut une réponse suffisante. Mathieu a finalement soupiré. L'entreprise a quelques problèmes de trésorerie. Rien de grave, mais on a besoin d'un investissement pour passer ce cap. On parle de quelque chose de temporaire. Avec ton héritage, tu pourrais... Non. Le mot est sorti ferme, sans hésitation. Mathieu a cligné des yeux. « Comment ça, non? Tu n'as même pas écouté ce que j'allais proposer. »« Je n'ai pas besoin d'écouter, » ai-je répondu en posant mon verre de vin sur la petite table. La réponse est non. Céline s'est levée, sa patience clairement épuisée. « Tu es égoïste. Mathieu est ton unique fils, ton seul héritier. Cet argent lui reviendra de toute façon quand tu mourras. Alors pourquoi ne pas l'aider maintenant qu'il en a besoin ?» Je me suis levé aussi, lentement, sentant mes vieux genoux protester. Premièrement,
Je n'ai aucune obligation de donner de l'argent à quelqu'un qui m'a abandonné. Deuxièmement, qui a dit que cet argent lui reviendrait. Et troisièmement, j'ai marché jusqu'à la porte et l'ai ouverte. Je pense qu'il vaut mieux que vous partiez. Mathieu s'est levé, tentant une dernière carte. Papa, sois raisonnable. Je demande de l'aide. En tant que père, tu ne devrais pas... En tant que père, l'ai-je interrompu. Je t'ai élevé. J'ai payé tes études, j'ai travaillé jusqu'à l'os pour te donner une bonne vie à toi et ta mère, et quand j'ai eu besoin de toi, quand je suis devenu seul et vieux, tu as disparu. Ne viens pas me parler de ce que je devrais faire en tant que père. Ils sont partis, Céline marchant d'un pas lourd, Mathieu hésitant. Avant de franchir la porte, il s'est retourné une dernière fois. « Tu vas le regretter », a-t-il dit, et ce n'était pas une menace, c'était une promesse. J'ai fermé la porte et me suis appuyé contre elle, le cœur battant fort, parce que je savais que tout cela était loin d'être terminé. Les gens désespérés pour de l'argent n'abandonnent pas à la première tentative. Et mon fils, apparemment, était plus que désespéré. J'ai appelé Maître Lefebvre le lendemain et lui ai tout raconté. Il a écouté en silence, puis a dit quelque chose qui a confirmé mes pires craintes. « Étienne, les gens désespérés font des choses désespérées. Nous devons protéger votre patrimoine légalement, et nous devons vous protéger aussi. » C'est là qu'a commencé ce que j'appelle ma deuxième éducation. Maître Lefebvre m'a expliqué les procurations, comment quelqu'un pourrait essayer de me déclarer incapable, les arnaques courantes contre les personnes âgées, la falsification de documents. J'ai appris des termes juridiques que je n'aurais jamais imaginé devoir connaître. Tutelle, curatelle, usufruit, démembrement de propriété, mandat de protection future. « Que dois-je faire ?» lui ai-je demandé. « Premièrement, documenter tout. Enregistrer les conversations s'il revient. Garder les messages. Deuxièmement, nous allons faire quelques documents préventifs. Un testament bien fait, des procurations spécifiques que seuls moi ou Philippe Morin pouvons utiliser, des certificats médicaux attestant de votre santé mentale. Et, troisièmement, il a fait une pause. Restez très vigilant. Très vigilant. Les semaines suivantes furent relativement calmes. Mathieu n'a pas appelé, n'est pas venu, n'a pas envoyé de message. Mais je ne me suis pas fait d'illusions. C'était le calme avant la tempête. C'est là que j'ai commencé à remarquer des choses étranges. De petites choses qui, seules, ne signifieraient rien, mais, ensemble, formaient un motif inquiétant. Un jour, la conseillère de la banque m'a appelé pour dire que quelqu'un avait essayé d'accéder aux informations de mon compte en se présentant en agence, prétendant être mon fils, et que j'étais malade. Ils n'ont rien donné, Dieu merci, mais l'alerte était lancée. Quelques jours plus tard, j'ai reçu la visite d'un assistant social qui disait faire un recensement des personnes âgées vivant seules. J'ai posé plusieurs questions et découvert qu'il n'y avait aucun programme officiel de ce type dans le quartier. C'était quelqu'un essayant d'évaluer ma condition mentale et financière. Le gardien de l'immeuble m'a cherché pour me dire qu'une femme était venue poser des questions sur moi, voulant savoir si je recevais des visites, si j'avais des problèmes de santé, si j'oubliais les choses. Quand il a décrit la femme, j'ai immédiatement reconnu Céline. Mais le pire est arrivé un matin de septembre. J'ai reçu une assignation judiciaire. Mathieu déposait une demande de mise sous tutelle contre moi, alléguant que je souffrais de démence sénile, que j'étais victime d'escrocs qui voulaient s'approprier l'héritage, et que lui, en tant que fils dévoué, devait assumer ma tutelle pour me protéger. J'ai tenu ce papier avec les mains tremblantes, non pas de peur, mais de colère. Mon propre fils essayait de me faire déclarer fou pour avoir accès à l'argent. Pendant 16 ans, il ne s'était pas soucié de savoir si j'étais vivant ou mort, mais maintenant, soudainement, c'était un fils dévoué inquiet pour son père vulnérable. J'ai immédiatement appelé Maître Lefebvre. « Ils vont par ce chemin, » ai-je dit, ma voix défaillant d'indignation. « Je m'y attendais, » a-t-il répondu calmement. « C'est pourquoi nous avons déjà tout préparé. Vous avez des certificats médicaux de 3 spécialistes différents, attestant de votre pleine capacité mentale. Vous avez des relevés bancaires montrant que vous gérez vos propres finances avec compétence.
Et je prépare déjà notre contestation. Étienne, respirez. Ils ne vont pas gagner. Mais ce n'était pas une question de gagner ou perdre légalement. C'était ce que cela signifiait. Mon fils était prêt à m'humilier publiquement, à me dépeindre comme un vieil homme sénile, incapable, à me retirer ma dignité et mon autonomie, tout ça pour de l'argent. Pour de l'argent dont il ne savait même pas qu'il n'était que la partie émergée de l'iceberg. Parce que voilà le grand secret dont ni Mathieu ni Céline n'avaient la moindre idée. Cet héritage de 3 800 000 n'était que le début. Dans les 2 années depuis que j'avais reçu cet argent, non seulement j'avais investi intelligemment, mais j'avais aussi découvert quelque chose d'extraordinaire sur mon passé. Il s'avère que ce grand-oncle décédé à La Rochelle n'était pas juste un parent éloigné. Il était associé dans une ancienne société de négoce maritime qui opérait entre La Rochelle et l'Afrique de l'Ouest depuis les années 1970. Quand les notaires ont finalisé tout l'inventaire, ils ont découvert que je n'avais pas hérité seulement de biens immobiliers et d'investissements personnels. J'avais aussi hérité de sa participation dans cette société qui existait encore et opérait, gérée par d'autres associés. Cette participation me donnait droit à des dividendes mensuels d'environ 4 500 €. Pendant 2 ans, cet argent avait été déposé sur un compte que les notaires avaient ouvert pour moi. Quand j'ai finalement résolu toute la paperasse pour accéder à ces fonds, et cela a pris des mois de documentation et de procédures légales, j'ai découvert qu'il y avait accumulé plus de 108 000 € qui dormaient là. J'ai rapatrié cet argent en France en décembre de l'année dernière de manière totalement légale, déclaré au fisc, payant tous les impôts dus. Et j'ai investi avec encore plus de soin, diversifiant dans l'immobilier, des fonds internationaux, des obligations. Mon patrimoine total, au moment où Mathieu essayait de me faire déclarer incapable, tournait autour de 7 200 000 €. 7 200 000 € qu'un homme de 74 ans, vivant dans un modeste appartement de Ramonville-Saint-Agne, gérait seul avec l'aide de 2 professionnels compétents. 7 200 000 € que mon fils pensait pouvoir obtenir s'il réussissait à me transformer légalement en incapable. Mais il y avait plus. Quelque chose que même Maître Lefebvre ne savait pas encore. Ces 6 derniers mois, j'avais commencé à développer un projet personnel. Je me souvenais comment Marguerite avait toujours voulu aider les personnes dans le besoin, mais nous n'avions jamais eu les moyens de le faire à grande échelle. J'avais commencé à structurer une fondation, rien de grandiose, mais quelque chose de significatif, une fondation qui fournirait un soutien financier pour les traitements contre le cancer pour les familles à faible revenu, en mémoire de Marguerite. J'avais mis de côté 1 600 000 € pour cela. Je travaillais avec des avocats spécialisés pour enregistrer la fondation, établir les critères de sélection, monter la structure administrative. Elle serait lancée à l'anniversaire du décès de Marguerite dans 4 mois. Et le nom serait clair, Fondation Marguerite Beaumont, en mémoire de la femme que Mathieu avait à peine pris la peine de pleurer. Tout cela passait dans ma tête, alors que je me préparais pour l'audience de tutelle. Maître Lefebvre m'avait assuré que le dossier était faible, qu'il n'y avait pas de preuves médicales ou testimoniales qui soutenaient l'allégation de Mathieu, mais j'étais quand même nerveux. Parce que les tribunaux sont imprévisibles et les juges sont des humains sujets aux impressions et aux préjugés. L'audience a eu lieu un matin froid d'octobre. Le tribunal de grande instance de Toulouse était bondé, avec des dizaines de personnes attendant leurs affaires. Mathieu et Céline sont arrivés avec leur avocat, un homme en costume cher avec l'air de quelqu'un qui facturait très cher pour faire du sale boulot. Je suis arrivé avec Maître Lefebvre, portant mon meilleur costume, qui avait 20 ans mais était bien entretenu, et portant une mallette pleine de documents. Mathieu ne m'a même pas regardé. Céline, en revanche, m'a regardé avec cet air de supériorité qu'elle a toujours eu, comme si elle avait déjà gagné. Quand nous avons été appelés, nous sommes entrés dans une petite salle avec la juge, Madame Dubois, une femme d'environ 55 ans, au regard pénétrant. L'avocat de Mathieu a présenté l'affaire. Père âgé, vivant seul, ayant récemment reçu une grosse somme d'argent,
montrant des signes de confusion mentale, risquant d'être victime d'escrocs, fils inquiet voulant protéger son père. Ce fut mon tour. Maître Lefebvre a présenté les certificats médicaux, 3 spécialistes différents, un gériatre, un psychiatre et un neurologue, tous attestant, après des examens complets, que j'avais une pleine capacité cognitive. Il a présenté des relevés bancaires montrant une gestion financière compétente, des investissements intelligents, aucun signe de dépenses erratiques ou suspectes. Il a présenté des lettres de référence du gardien de l'immeuble, de voisins, de la pharmacie où j'achetais mes médicaments mensuellement, tous attestant que j'étais lucide, indépendant et responsable. Et puis, Maître Lefebvre a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il a demandé à me poser quelques questions là, devant la juge. Des questions sur les mathématiques, sur l'actualité, sur l'histoire, sur ma routine quotidienne. J'ai répondu à tout calmement et avec précision. Ensuite, il m'a demandé d'expliquer comment j'avais investi mon argent. J'ai expliqué en détail les fonds que j'avais choisis, pourquoi je les avais choisis, quel type de rendement j'attendais, comment j'avais distribué les risques. Quand j'ai terminé, la juge s'est tournée vers l'avocat de Mathieu. « Maître, votre client allègue que cet homme est incapable. Je viens d'entendre un exposé sur les investissements financiers plus sophistiqués que ce que la plupart des gens ayant la moitié de son âge pourraient faire. Où exactement se trouve l'incapacité ? L'avocat a bégayé quelque chose sur un comportement erratique, sur un risque futur, sur la prévention. La juge n'était pas convaincue. « Il y a encore une chose, madame la juge », a dit Maître Lefebvre. « Avec votre permission, j'aimerais interroger le demandeur sur sa relation avec son père ces 16 dernières années. » La juge a accepté. Et là, devant tout le monde, Mathieu a dû admettre qu'il n'avait pas eu de contact avec moi depuis 16 ans, qu'il ne savait pas où je vivais jusqu'à récemment, qu'il n'avait participé à aucun aspect de ma vie de personne âgée. Et quand Maître Lefebvre a demandé quand exactement Mathieu avait commencé à s'inquiéter de mon incapacité mentale, il n'a pas pu répondre sans qu'il soit clair que c'était exactement quand il avait appris l'héritage. La juge a rejeté la demande sur le champ. Non seulement elle l'a rejetée, elle a utilisé des mots comme « manifestement mal fondé » et « tentative claire d'appropriation indue ». Elle a dit qu'il était évident que j'avais une pleine capacité et que la procédure semblait plus être une tentative d'accès au patrimoine qu'une préoccupation genuine pour le bien-être. Nous sommes sortis de la salle. Mathieu était pâle, Céline furieuse. Elle s'est approchée de moi dans le couloir, le doigt pointé. « Tu es un vieil égoïste. Mathieu est ton fils. Cet argent devrait l'aider maintenant, pas que tu l'enterres dans des investissements stupides. » Je l'ai regardé avec un calme qui m'a surpris moi-même. « Céline, si Mathieu voulait mon aide, il aurait pu demander. Il aurait pu venir me voir en tant que fils, pas en tant que créancier. Mais il a choisi de me poursuivre en justice, de m'humilier, d'essayer de me faire déclarer fou. C'était son choix. « On a besoin de cet argent !» a-t-elle crié sans se soucier des gens qui s'arrêtaient pour regarder. « Pourquoi ?» ai-je demandé. « Qu'est-il arrivé à votre entreprise? Pourquoi toute cette urgence ?» Mathieu a tiré Céline par le bras, essayant de la faire taire. Mais c'était trop tard. Elle était hors de contrôle. L'entreprise a fait faillite, d'accord? On a tout perdu. On a des dettes de presque 800 000 €. La maison va être saisie par la banque. Et toi, tu es là, seul, assis sur des millions dont tu n'as même pas besoin. Et voilà, la vérité toute nue. Ils ne voulaient pas seulement mon argent. Ils en avaient désespérément besoin. Et ils étaient prêts à tout pour l'obtenir. Mathieu a finalement réussi à traîner Céline au loin. Avant de partir, il m'a lancé un dernier regard, et cette fois, il n'y avait ni honte, ni gêne. C'était de la colère pure. « Tu vas encore nous donner cet argent, le vieux, d'une manière ou d'une autre. » Je les ai regardés partir, et une partie de moi, la partie qui se souvenait encore du petit garçon qui avait été mon fils un jour, a ressenti une pointe de tristesse. Mais c'était une tristesse distante, comme quelqu'un ressentant de la pitié pour un étranger. « Ça va empirer », a dit Maître Lefebvre à côté de moi. « Les gens désespérés ne s'arrêtent pas. »
Il avait raison. 2 semaines plus tard, j'ai commencé à recevoir des appels de recouvrement. Des entreprises dont je n'avais jamais entendu parler, disant que j'avais des dettes. Quand nous avons enquêté, nous avons découvert que quelqu'un avait utilisé mes données personnelles pour essayer de faire des prêts, ouvrir des comptes, faire des achats. Maître Lefebvre a déposé plainte et des blocages préventifs, mais le dommage émotionnel était fait. Mon propre fils essayait de me nuire financièrement. Ensuite sont venues les lettres anonymes. Quelqu'un en a envoyé une au gardien disant que j'accumulais des déchets dans l'appartement et représentait un risque sanitaire. Une autre au service d'hygiène disant que j'élevais des animaux dans des conditions insalubres. Toutes fausses, toutes investiguées et rejetées, mais toutes créant de l'embarras. Maître Lefebvre a engagé un détective privé. Oui, comme dans les films. Et ce que nous avons découvert m'a choqué même moi, qui pensait ne plus pouvoir être choqué par quoi que ce soit venant de Mathieu. Leur entreprise n'avait pas simplement des problèmes de trésorerie. Elle avait fait complètement faillite après qu'ils ont découvert que Mathieu détournait de l'argent pour des paris en ligne. Il avait développé une addiction au casino virtuel qui avait consumé non seulement le fonds de roulement de l'entreprise, mais aussi les économies personnelles du couple. Céline l'avait découvert il y a 6 mois et avait failli demander le divorce. La maison était effectivement en procédure de saisie hypothécaire. Il ne devait pas juste 800 000 €, il devait 1 400 000 € à divers créanciers, y compris des usuriers. Des usuriers. Mon fils avait emprunté de l'argent à des usuriers. Mais il y avait plus. Le détective a découvert que Céline avait une liaison avec l'associé que Mathieu avait dans l'entreprise. Justement la personne qui les poursuivait en justice pour détournement de fonds. Le niveau de trahison était choquant. Elle trompait son mari avec l'homme qui les détruisait financièrement, et pourtant elle restait avec Mathieu parce que c'était sa seule chance d'avoir accès à l'héritage. Je me suis assis sur le canapé de mon modeste appartement, lisant ce rapport d'enquête, et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. De la pitié. Pas pour Mathieu, pour moi-même. Parce que j'avais élevé cet homme. Marguerite et moi avions tout donné pour qu'il ait une vie digne, une éducation, des opportunités. Et d'une manière ou d'une autre, quelque part en chemin, nous avions créé quelqu'un capable de trahir, mentir, manipuler et détruire, sans remords. Mais la pitié n'a pas duré longtemps, parce qu'une semaine plus tard, quelque chose s'est produit qui a transformé la tristesse en détermination absolue. C'était un lundi après-midi quand le gardien a frappé à ma porte, inquiet. 2 hommes étaient apparus dans l'immeuble disant qu'ils étaient huissiers de justice et devaient entrer dans mon appartement pour faire une évaluation patrimoniale. Lui, méfiant, a demandé des documents. Ils ont montré des papiers qui semblaient officiels, mais avaient des incohérences. Le gardien, ancien policier, s'est rendu compte qu'ils étaient faux et a appelé la police. Les hommes se sont enfuis avant l'arrivée de la police. Mais c'était clair. Mathieu avait engagé des gens pour envahir mon appartement. Pourquoi? Peut-être planter des preuves d'incapacité mentale, peut-être voler des documents, peut-être m'intimider physiquement. Je ne le saurai jamais avec certitude parce qu'ils n'ont pas réussi à entrer. Mais cela avait franchi une ligne. Ce n'était plus seulement une question d'argent ou de procédure légale, c'était ma sécurité physique. J'ai appelé Maître Lefebvre et dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire sur mon propre fils. Je veux une ordonnance de protection, et je veux le poursuivre pour tout ce qui est possible. Maître Lefebvre n'a pas discuté. Le lendemain, nous avons déposé une ordonnance de protection interdisant à Mathieu et Céline de s'approcher de moi ou de mon immeuble. Nous avons déposé plainte pour tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, et menaces. Nous avons remis toutes les preuves que le détective avait collectées à la police. Et puis j'ai fait quelque chose que je planifiais depuis des semaines. J'ai convoqué une réunion au cabinet de Maître Lefebvre et demandé à Mathieu et Céline de comparaître par l'intermédiaire de leurs avocats. C'était une réunion de conciliation, du moins c'est ce qui était dit officiellement. En réalité, c'était le jour où j'allais montrer mon jeu complet. Ils sont arrivés avec une arrogance masquée de résignation, comme s'ils faisaient une faveur en venant.
Nous nous sommes assis dans une élégante salle de réunion, avec une grande table en bois et des fenêtres donnant sur le Rhône. Moi, Maître Lefebvre et Philippe Morin d'un côté, Mathieu, Céline et 2 avocats de l'autre. Bon, a commencé leur avocat principal, nous sommes ici dans une dernière tentative de résoudre cela en famille. Mon client est disposé à retirer toutes les procédures si on arrive à un accord financier raisonnable. Maître Lefebvre a souri, ce sourire que les avocats expérimentés donnent quand ils savent qu'ils sont sur le point de renverser la table. Comme c'est intéressant, a-t-il dit calmement, parce que nous avons aussi une proposition. Mais d'abord, nous aimerions clarifier quelques points. Il a ouvert un dossier et a commencé à distribuer des documents. Feuille après feuille de preuves. Relevé bancaire montrant les paris en ligne de Mathieu, photos de lui avec des usuriers connus, enregistrement de tentatives de prêts frauduleux en mon nom, enregistrement de Céline offrant de l'argent à des gens pour témoigner faussement sur mon incapacité mentale. J'ai regardé la couleur quitter le visage de Mathieu pendant qu'il feuilletait tout cela. Céline a essayé de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient. Ce n'est pas tout, a continué Maître Lefebvre. Nous avons aussi la tentative d'invasion de domicile en utilisant de faux documents. Nous avons des liens prouvés entre vous et ces hommes. Et nous avons, il a fait une pause dramatique, des preuves que Céline a une liaison extra-conjugale avec Marcos Santos, le même homme qui vous poursuit pour fraude commerciale. Céline s'est levée d'un bond, le visage rouge. C'est de l'atteinte à la vie privée. Vous ne pouvez pas. Nous le pouvons et nous l'avons fait, a interrompu Philippe Morin, parlant pour la première fois. Tout dans la légalité, tout par une enquête privée autorisée par suspicion de crime. Et avant que vous ne demandiez, oui, nous avons des photos, beaucoup de photos. Mathieu était silencieux, fixant la table. Il n'a pas dit un mot, ni pour se défendre, ni pour défendre sa femme. Juste du silence. Maintenant, a dit Maître Lefebvre, parlons de la proposition. Étienne a mis de côté 1 600 000 € pour créer une fondation de soutien au traitement contre le cancer en mémoire de sa défunte épouse, Marguerite. Cette fondation sera enregistrée, opérationnelle et commencera à servir des familles dans le besoin dans 3 mois. Rien de cela ne vous concerne. Rien de cela ne sera votre héritage. Mathieu a finalement levé la tête, confus. Quant à l'héritage initial qui vous intéresse tant, ai-je continué moi-même, prenant la parole pour la première fois, il a été investi et a considérablement fructifié. Mais il ne sera pas non plus à vous. Je modifie mon testament. Tout sera divisé entre des œuvres de charité avec une petite partie pour créer un fonds d'éducation pour les enfants défavorisés à Toulouse. « Tu ne peux pas faire ça !» a crié Céline. « Mathieu est ton fils. Il a droit à la réserve héréditaire, a dit calmement Maître Lefebvre. 50% du patrimoine sont intouchables par la loi et vont aux héritiers réservataires. Les autres 50%, Étienne peut en faire ce qu'il veut, et il a décidé de les donner. Mais vous avez dit que c'était 3 800 000. Mathieu a finalement parlé, la voix rauque. La moitié de ça, c'est encore presque 2 millions. C'est là que j'ai souri. Pour la première fois dans toute cette réunion, j'ai souri. Mathieu, ai-je dit calmement, qui a dit que c'était seulement 3 800 000. Le silence qui a suivi fut absolu. J'ai regardé dans les yeux de mon fils et j'ai vu le moment exact où il a compris qu'il avait été trompé tout du long. L'héritage initial était de 3 800 000, ai-je expliqué lentement. Mais il y avait aussi des participations dans des sociétés, des dividendes, des investissements qui ont fructifié, des propriétés qui ont pris de la valeur. Mon patrimoine actuel est d'environ 7 200 000 €. Céline s'est laissée tomber sur sa chaise. Mathieu est devenu blanc. 7 millions, a-t-il murmuré. 7 millions. Ai-je confirmé, dont 50%, soit 3 600 000, sont à réserve héréditaire par la loi. Les autres 3 600 000, je peux en faire ce que je veux. Et j'ai décidé de donner 1 600 000 à la fondation de ta mère, d'investir 1 200 000 dans des fonds d'éducation
et 400 000 seront pour ma propre qualité de vie dans les années qui me restent. Voyage, confort, soins médicaux privés. Et le reste, a demandé Mathieu, la voix défaillante. Le reste, tu l'auras. Quand je mourrai. Si je meurs. Parce qu'avec une bonne santé et de l'argent pour des soins médicaux privés, je peux vivre encore très longtemps. Maître Lefebvre s'est penché en avant. Mais il y a des conditions. Étienne va créer un trust. L'argent sera administré par moi et par Philippe Morin. Quand il décédera, Mathieu recevra une somme mensuelle de 4 000 € pour le reste de sa vie. Il n'aura jamais accès au montant total d'un coup. Cela protège à la fois le patrimoine et protège Mathieu de lui-même. Et s'il continue avec des procédures, des tentatives de fraude, des menaces, a ajouté Philippe Morin, il y a des clauses qui peuvent réduire ou éliminer même cette mensualité. Il recevra tant qu'il se comporte bien. S'il ne se comporte pas bien, rien. Mathieu tremblait. Pas de colère, quelque chose de plus profond. Peut-être pour la première fois en années, il faisait face aux conséquences réelles de ses propres choix. Pourquoi a-t-il finalement demandé en me regardant? Pourquoi ne pas simplement me déshériter complètement? J'ai regardé mon fils, cet homme que je reconnaissais à peine, et j'ai parlé du cœur. Parce que malgré tout, tu es encore mon fils, et parce que ta mère n'aurait pas voulu que tu sois complètement démuni, même après tout ce que tu as fait. Les 4 000 € par mois sont plus que suffisants pour vivre dignement. Ce n'est pas la richesse, mais c'est la sécurité. C'est ce que Marguerite aurait voulu que je fasse. Mathieu a baissé la tête. Céline s'est levée et est sortie de la salle sans rien dire, claquant la porte. Leurs avocats ont essayé d'argumenter, de parler de contestation, de recours, mais c'était clair qu'il n'y avait rien à faire. Tout était légal, documenté, protégé. Quand la réunion s'est terminée et qu'ils sont partis, je suis resté assis là pendant un long moment, juste en respirant. Maître Lefebvre a posé sa main sur mon épaule. « Comment vous sentez-vous »« Fatigué » ai-je répondu honnêtement, mais libre. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je me sentais libre. Libre de l'attente d'être le père parfait. Libre de la culpabilité d'avoir échoué à garder la famille unie. Libre de l'illusion que le sang est plus fort que le caractère. Les mois suivants ont apporté des changements profonds dans ma vie. La Fondation Marguerite Beaumont a été officiellement enregistrée en février, le 3e anniversaire de sa mort. La première année, nous avons réussi à aider 16 familles avec des traitements contre le cancer, payant des médicaments coûteux, des chirurgies, des séances de chimiothérapie. J'ai vu des adultes pleurer de soulagement en découvrant qu'ils n'auraient pas à choisir entre traiter la maladie et nourrir leurs enfants. Mathieu et Céline ont divorcé 3 mois après cette réunion. Elle est repartie avec pratiquement rien, puisque la plupart des biens étaient au nom de l'entreprise en faillite ou en dette. J'ai su par des tiers qu'elle était retournée vivre chez ses parents à Lyon. Mathieu a loué un petit appartement à Blagnac, près de là où il avait grandi. J'ai aussi appris qu'il était entré dans un programme pour addiction au jeu. Je ne sais pas si c'était de son propre chef ou parce que les avocats l'avaient recommandé pour améliorer son image légale. Nous ne nous sommes pas parlé. Il n'a pas tenté de contact et je n'en ai pas cherché. Mais j'ai tenu ma part. Le trust a été créé. Les ressources ont été séparées. Quand je mourrai, il aura ses 4 000 € mensuels, tant qu'il reste propre et sans tentative de fraude. Quant à moi, j'ai décidé que je méritais de vivre un peu. Pas de manière extravagante. Ça n'a jamais été mon style, mais avec dignité et confort. J'ai acheté un meilleur appartement à Toulouse, dans un immeuble avec gardiennage 24 heures et espace commun. J'ai commencé à voyager. J'ai découvert la Bretagne, que je n'avais jamais vraiment visitée. Je suis allé à La Rochelle voir la propriété que j'avais héritée et comprendre d'où venait tout ce changement dans ma vie. J'ai rencontré des cousins éloignés dont je ne savais même pas l'existence. Et j'ai rencontré Isabelle. Elle a 69 ans et veuve depuis 6 ans, a été professeure d'histoire toute sa vie.
Nous nous sommes rencontrés dans un club de randonnée pour seniors lors d'une sortie dans les Pyrénées. Elle était tout ce que Céline n'a jamais été, douce sans être soumise, intelligente sans être arrogante, intéressée par moi sans rien vouloir d'autre que de la compagnie. Ce n'est pas une romance de cinéma. Nous n'allons pas nous marier. Aucun de nous ne veut de complications légales à ce stade de notre vie. Mais nous dînons ensemble 2 fois par semaine. Nous voyageons ensemble. Nous parlons de livres, de vieux films, de comment c'est étrange et merveilleux de trouver de la compagnie dans la vieillesse quand on s'était habitué à la solitude. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, ça fait encore mal de penser à Mathieu. Ça fait mal parce qu'il aurait pu avoir tout cela avec moi, pas l'argent, mais la compagnie, les conversations, les dernières années d'un père. S'il était apparu à cette porte après 16 ans et avait simplement dit « Papa, je suis désolé, j'avais tort, on peut recommencer ?» Rien de tout cela ne serait arrivé. L'argent aurait été à lui, éventuellement, de toute façon. Mais il a choisi d'apparaître la main tendue, pas le cœur ouvert. J'ai appris que la famille n'est pas un titre automatique qui te donne des droits sur une autre personne. C'est une construction quotidienne, faite de présence, de respect, d'amour démontré en action et pas seulement en mots. J'ai appris que l'argent n'est que de l'argent. Il ne te définit pas, mais révèle qui tu es vraiment. Et j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour vivre avec dignité. La Fondation Marguerite continue de grandir. La 2e année, nous avons aidé 29 familles. Nous commençons aussi un programme de soutien psychologique pour les patients atteints de cancer, parce que j'ai vu comment Marguerite en avait besoin et n'y avait pas eu accès. Chaque famille que nous réussissons à aider est comme une petite rédemption. Ça n'efface pas la douleur de l'avoir perdu, mais ça donne un sens à cette perte. Mathieu m'a envoyé un message à mon dernier anniversaire. Juste « Bon anniversaire, papa ». Je n'ai pas répondu, non pas parce que je suis rancunier, mais parce que je ne sais pas quoi dire. Les mots qui comptent, les excuses, les explications, la reconnaissance de ce qu'il a fait, ne sont jamais venus. Et « bon anniversaire » tout seul semble trop vide pour combler 16 ans de silence. Peut-être qu'un jour, il apparaîtra vraiment. Peut-être qu'un jour, il frappera à ma porte sans rien vouloir, juste pour parler. Ce jour-là, je le laisserai entrer. Non pas parce que j'ai oublié, je n'oublierai jamais, mais parce que je crois que les gens peuvent changer. Je ne changerai pas le testament, je ne donnerai pas plus d'argent, mais j'écouterai. Parce qu'au final, c'est la dignité que je choisis d'avoir. Celle de ne pas devenir aussi dur que les circonstances ont essayé de me rendre. Mais jusque-là, je vis. Je vis chaque jour en sachant que j'ai survécu à la pire trahison qu'un père puisse affronter et que j'en suis sorti non seulement entier, mais plus fort. Je vis en sachant que mon argent est utilisé pour honorer la mémoire d'une femme qui méritait bien plus que ce que la vie lui a donné. Je vis en sachant que quand je mourrai, et nous mourrons tous un jour, je laisserai un héritage d'aide, pas seulement un solde bancaire, et je vis en sachant que la dignité, au final, est la seule chose que personne ne peut te prendre, à moins que tu ne la donnes toi-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire, laissez votre like, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message sur le vrai sens de la famille et abonnez-vous à la chaîne Histoire de Père pour plus de récits de dépassement et de dignité. Dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que le père a eu raison de protéger son patrimoine et de créer la fondation? Auriez-vous fait la même chose? De quelle ville nous regardez-vous? Et souvenez-vous, le respect ne s'hérite pas, il se gagne. L'amour ne se mesure pas en argent, il se mesure en présence. Et la vraie famille est celle qui est là dans les moments difficiles, pas seulement quand il y a quelque chose à gagner. Une chaleureuse accolade de quelqu'un qui comprend que vieillir avec dignité est un acte de courage. Et à la prochaine histoire.